en avait été la cause. Mais il a disparu, comme ça, sans raison. Oui, disparu pour rien, pour pas un sou. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, ajouta-t-il après un temps de réflexion. C'est invraisemblable que le nez ait disparu. C'est invraisemblable de toutes les façons. Ou bien soit réellement c'est dans mon rêve, soit c'est juste une espèce de chimère. Peut-être que par erreur, j'ai pris pour de l'eau la vodka avec laquelle je m'essuie la barbe après le barbier. Ivan, ce crétin, il ne l'aura pas bu, et moi voilà, je paye les pots cassés. Pour s'assurer réellement qu'il n'était pas saoul, le major se pinça si fort qu'il en poussa un cri. Cette douleur le persuada définitivement que c'était bien en vrai qu'il agissait et qu'il vivait. Il s'approcha tout doucement de la glace et commença par plisser les yeux avec l'idée que, allez savoir, peut-être que le nez pourrait se remettre à sa place. Mais à la minute même, il bondit en arrière et dit « Oh, quelle tronche de caricature !» De fait, ce n'était pas compréhensible. Si ce qui avait disparu, ça avait été un bouton, une cuillère en argent, une montre ou quelque chose de ce genre-là, mais disparaître, qui ? Et en plus dans son propre logement. Le major Kovaliev réfléchissait à toutes les circonstances et supposait que sans doute ce qui était le plus proche de la réalité, c'était que ça ne pouvait être la faute que de la capitaine Podotchina qui désirait qu'il épouse sa fille. Lui aussi, il n'avait rien contre lui faire un brin de cour, mais il évitait les explications définitives. Gogol continue ensuite la description des atermoiements dans lesquels Kovaliev, le major, se trouve suite à la perte de son nez. Alors je ne vous dévoile pas la suite de la nouvelle, pas tout de suite, il nous reste encore du temps, mais on va faire un petit bond en avant dans cette nouvelle et écouter ce qui se situe à la fin du texte, puisque la fin jette le doute sur le statut réel de cet événement. On est en plein fantastique et pourtant sans cesse le narrateur donne à voir que Kovaliev sait qu'il est dans la réalité, qu'il n'est pas en plein rêve. Donc l'ambiguïté est tenue jusqu'à la fin, mais écoutez comment l'histoire se ponctue de manière à laisser le lecteur et vous, auditeurs, dans le trouble jusqu'au bout. Écoutez, interprété par Georges Claes, ce texte, donc l'extrait du nez de Gogol. Voilà quelle histoire est arrivée dans la capitale nordique de notre vaste empire. Ce n'est qu'aujourd'hui, en la reprenant tout entière, que nous voyons toutes ces invraisemblances. Sans même parler de la séparation réellement surnaturelle d'un nez et de son apparition dans toutes sortes de lieux sous l'aspect d'un conseiller d'État. Comment Kovaliev avait-il pu ne pas comprendre qu'il est impossible de passer une annonce dans le journal au sujet de son nez? Et si je dis cela, ce n'est pas que le prix d'une annonce me paraisse excessif. Ça, c'est n'importe quoi, je ne suis pas du tout un fesse-Mathieu. Mais ce n'est pas poli, c'est gênant, ce n'est pas bien. Et puis, cela encore, comment le nez s'était-il retrouvé dans le pain sorti du four? Et comment Ivan Yakovlevitch lui-même... Non, ça je ne le comprends pas du tout. Je ne le comprends absolument pas. Mais ce qui est le plus étrange, ce qui est le plus incompréhensible, c'est qu'il y a des auteurs pour prendre des sujets pareils. Je l'avoue, ça c'est réellement inconcevable. C'est vraiment... Non, vraiment, je ne comprends pas. D'abord, à quoi ça sert à la patrie? À rien. Ensuite non plus, ça ne sert à rien de rien. C'est juste, vraiment, je ne sais pas. Et malgré tout, même si pourtant on peut admettre et ci, et ça encore, et ça ensuite, bon, où donc n'y a-t-il jamais eu d'incohérence? Et malgré tout, quand on y réfléchit à tout ensemble, dans tout ça, je vous jure, il y a quelque chose. On a beau dire, des aventures de ce genre, en ce monde, c'est rare, mais ça arrive.
Et oui, il finira par le retrouver, son nez, qui reviendra de manière aussi imprévue qu'il était parti. Et pourtant, ce nez, même une fois qu'il est là, on se demande quel statut a cette histoire, de savoir si le nez a vraiment disparu ou non. Les histoires de ce genre, nous dit Gogol à la fin de la nouvelle, eh bien, en ce monde, c'est rare, mais ça arrive. Et c'est pas parce qu'on ne l'a jamais vu que ça n'arrive jamais. Ici, Gogol parie sur notre propre expérience en disant « en ce monde », et le texte insiste beaucoup sur le caractère ordinaire, ici-bas, du monde dans lequel vit le personnage dans lequel nous vivons, eh bien, il est possible que cela arrive. Et il se moque de lui-même en disant ce qui est le plus étrange et le plus incompréhensible, c'est qu'il y a des auteurs pour prendre des sujets pareils. Alors, je l'ai dit, il ne voulait pas forcément publier ce texte, et c'est Pouchkine qui l'a invité à le faire, mais le thème du nez est loin d'être ici un simple prétexte. Voici ce qu'il écrit dans Les Carnets d'un fou, toujours dans une traduction d'André Markovitz, mon invité aujourd'hui qui n'a pas pointé le bout de son nez, mais ça ne nous empêche pas de continuer à parler du nez de Gogol, et de lire des textes de Gogol traduits par Markovitz, qui fait en quelque sorte le rend présent avec moi dans ce studio. Écoutez ce texte qui montre que chez Gogol, décidément, alors je l'ai dit, il avait lui-même un nez apparemment très important, très présent, quasiment autonome, qu'il accordait beaucoup d'importance à l'odorat. Et chez lui, c'est comme si les nez, de toute façon, étaient autonomes. Et en ce sens, cette nouvelle sur le nez n'est pas un délire comme ça qu'il aurait pu regretter, mais au contraire semble s'inscrire logiquement dans la conception qu'il se fait du nez, mais aussi dans la manière qu'il a de le vivre. Il écrit ceci. « La lune, n'est-ce pas, est d'habitude fabriquée à Hambourg, et fabriquée très mal. Je m'étonne que l'Angleterre n'y prête aucune attention. Elle est fabriquée par un tonnelier boiteux, et on voit que l'imbécile n'a aucune idée de la lune. Il a tendu un câble de résine avec une mesure d'huile à bois. De là vient la puanteur terrible qui règne sur la terre et qu'il faut se boucher le nez. Et de là vient aussi que la lune elle-même est une sphère si tendre que les gens ne peuvent absolument pas y vivre et qu'il n'y a en ce moment que les nez qui y vivent. C'est pour cela que nous-mêmes, nous ne voyons pas nos propres nez du fait qu'ils se trouvent à l'intérieur de la lune. Et quand j'ai réalisé que la terre est une essence lourde et qu'en s'asseyant, elle pouvait moudre en farine ces nez qui sont les nôtres, j'ai été saisi d'une telle inquiétude que, remettant mes bas et mes savates, je me suis précipité dans la salle du conseil pour donner ordre à la police de ne pas laisser la terre s'asseoir sur la lune. Alors certes, ici c'est le narrateur des Carnets d'un fou. Puisqu'il est fou, il n'est pas étonnant qu'il pense que les nez soient tous sur la lune, mais vous remarquerez la proximité assez troublante avec le texte de Cyrano de Bergerac dont on aurait pu parler cette semaine. Cyrano qui lui aussi a un nez particulièrement proéminent qui, en tout lieu, le précède de 100 pas. Eh bien, Cyrano lui aussi fait référence à la lune, comme si la lune lui-même serait tombée de la lune, et comme s'il y avait un lien invisible entre la lune d'un côté et le nez de l'autre. C'est en tout cas ce que Cyrano de Bergerac d'un côté et Gogol, ou en tout cas le narrateur des Carnets d'un fou, nous laisse penser. Alors cette poésie de la folie et de l'absurde qui passe par les nez émancipés, d'en avoir, eh bien, ce que André Markovitz, qui aurait pu le dire ici en direct aujourd'hui, mais qui n'est pas là pour le faire, appelle le vide incarné, le vide en mouvement, qui traduit une espèce de fragilité essentielle de l'existence. Dans le texte, c'est la malfaçon de la lune qui est fabriquée par un tonnelier boiteux et qui est trop tendre pour laisser possible toute forme de vie, qui signe cette fragilité de la vie, qui passe donc non seulement par le nez, mais par une forme de puanteur. Et ce point est important, car ça montre que chez Gogol, le nez n'est pas simplement un organe, mais que l'odeur qu'il permet d'inhaler n'est jamais secondaire. Il y a cette odeur pestilentielle de celui du pauvre tonnelier qui essaye, à l'aide d'un câble de résine et une mesure d'huile à bois, de faire tenir la lune. Mais il y a aussi, alors, si on sort du champ gogolien autour du nez et qu'on va à côté, chez Dostoïevski, et qu'on fait attention aux importances de l'odorat et du nez dans les textes de Dostoïevski, eh bien on trouve aussi d'importantes descriptions de la puanteur de Pétersbourg. Dans Crime et Châtiment, ça pue tout le temps. Voici notamment, et aussi dans Les Frères Karamazov d'ailleurs, si vous l'avez en tête, toutes les scènes où les frères sont rassemblés autour du cadavre, reste tellement longtemps hors de son cercueil que la puanteur devient absolument insoutenable. Voici la description de la puanteur de Pétersbourg par Dostoïevski en été. Il écrit ceci. Dehors, il faisait une chaleur pesante, terrifiante, avec en plus le manque d'air, la cohue, partout la chaux, les échafaudages, les briques, la poussière, et cette puanteur particulière